Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Alors aujourd'hui on va parler de ces pensées qui sans même qu'on s'en rende compte vont influencer nos choix, nos actions et parfois même d'ailleurs souvent nos échecs. Vous savez, c'est ces petites phrases qu'on se répète presque machinalement comme « je ne suis pas assez bon pour ce poste »,« l'amour c'est pas pour moi »,« j'ai pas ce qu'il faut pour réussir ». Eh bien ces pensées, ces croyances limitantes, elles ne viennent pas de nulle part. Elles se sont installées au fil du temps, souvent même sans qu'on les remette en question. Et pourtant, elles ont un impact énorme sur notre vie. Elles vont agir comme des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer, d'oser et de nous réaliser pleinement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas une fatalité. Et oui, ces croyances, aussi profondes soient-elles, peuvent aussi être déconstruites et remplacées par des pensées qui nous portent au lieu de nous freiner. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, on va explorer ce qu'est une croyance limitante, comment la reconnaître, d'où elle vient, comment elle façonne notre quotidien, et puis surtout comment s'en libérer. Parce que vous avez en vous bien plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Et si aujourd'hui on décidait de remettre en question ces histoires qu'on se raconte et d'ouvrir le champ des possibles ? Allez, c'est parti, ouvrons la cage dorée et libérons-nous de ces prisons mentales. Imaginez un instant que votre esprit soit bien plus qu'une simple machine à penser. En fait, c'est une carte du monde, une boussole, un petit peu votre GPS. Et chaque jour, vous vous en servez pour naviguer dans la vie, pour prendre des décisions, pour interpréter ce qui se passe autour de vous. Et sur cette carte, ce ne sont pas des routes qui sont dessinées au hasard qui vous guident, mais bien vos croyances. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des croyances ? Eh bien, parce qu'elles sont indispensables dès notre naissance. Sans repère, en fait, avancer, ça ressemblerait à errer dans l'obscurité totale. Nos croyances, elles vont nous offrir un cadre, elles nous aident à donner du sens à chaque expérience, à structurer notre pensée et à agir et interagir avec le monde. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est sain et franchement, ce serait presque impossible de vivre sans elles. Imaginez devoir prendre une décision sans avoir aucune référence. C'est un petit peu comme vous retrouver au milieu de l'océan à perte de vue et de chercher à rejoindre la Terre. Vous partiriez un peu dans n'importe quelle direction sans trop savoir où vous allez, ni quel est le côté le plus proche pour rejoindre la Terre. Maintenant, il va être important de souligner quand même que toutes nos croyances ne se valent pas. Certaines vont nous élever, nous insuffler l'envie de repousser nos limites et d'atteindre nos rêves. En fait, elles nous poussent un peu vers l'avant, vers le haut, et ce sont de véritables moteurs. Imaginez quelqu'un qui croit fermement en sa capacité de réussir. Et bien pour lui, chaque obstacle va se transformer en opportunité d'apprentissage, chaque défi va devenir une chance de grandir. C'est un petit peu comme s'il montait à bord d'une montgolfière qui s'élève toujours plus haut et qui lui permet de découvrir des horizons qu'il n'aurait jamais imaginés avant. Mais du coup, il existe aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire les croyances limitantes. Et ce sont ces idées qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres ou sur le monde qui nous entoure, et qui vont venir nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel et nous enfermer dans une vision étroite de nous-mêmes et de nos capacités. Par exemple, vous pourriez penser que vous n'êtes pas assez intelligent pour réussir dans un domaine en particulier, ou encore qu'on ne mérite pas d'être heureux. Qu'elles soient conscientes ou non, en fait, ces croyances se transforment dans notre esprit en vérité absolue. Elles érigent finalement des barrières invisibles qui vont nous retenir et nous empêcher d'avancer. Elles agissent un petit peu comme des chaînes mentales. Elles nous empêchent d'oser par exemple postuler pour ce job de rêve, de lancer ce projet qui nous passionne ou même d'imaginer que le succès pourrait être à notre portée.
En conséquence, on passe souvent à côté d'opportunités exceptionnelles. Donc, on explorera plus en détail comment naissent ces croyances un petit peu plus tard, mais l'essentiel à retenir pour l'instant, c'est que nos convictions prennent pleinement vie dans notre mental et influencent notre quotidien. Si vous vous rappelez de l'épisode sur le mental, je vous avais expliqué qu'il ne faisait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En fait, il a tendance à accepter toutes nos pensées comme des vérités absolues, et surtout comme si c'était la seule réalité qui existait. Et si pour une raison quelconque, il change de pensée, eh bien la réalité change également. Lui, ça ne le dérange pas. Ce qui veut dire qu'en fait, ces repères qui nous guident dans notre navigation ne doivent jamais être considérés comme immuables, mais bien comme des outils temporaires qui nous offrent à un moment donné une explication et une direction. Parce que si on les prend pour une certitude inébranlable, eh ben on risque de bloquer notre capacité à voir autrement et ainsi freiner notre évolution personnelle. En plus, comme on l'avait vu aussi dans l'épisode sur le mental, lorsqu'on croit fermement en quelque chose, eh ben on oriente inconsciemment notre attention pour ne remarquer que ce qui confirme cette croyance. Ce phénomène, si vous vous souvenez, on en avait parlé, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire quand le mental s'acharne à interpréter les situations, voire même créer des preuves pour vous dire « tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison », et ainsi il va venir renforcer la croyance. Et là, c'est un véritable piège parce que ça influence aussi notre vie. Par exemple, si vous êtes convaincu d'être une personne chanceuse, chaque petit coup de chance vous apparaîtra comme la preuve de votre chance. Et à l'inverse, si vous pensez que la malchance vous colle à la peau, même un simple contretemps sera interprété comme la validation de cette croyance négative. Nos convictions, au final, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont colorer notre perception de la réalité et façonner notre expérience du monde. C'est pourquoi il va être essentiel de ne pas laisser nos croyances déterminer notre vie de manière rigide. Il va falloir rester flexible et garder à l'esprit qu'une croyance n'est qu'une croyance, ce n'est pas la réalité en soi. Au fur et à mesure que nous évoluons, à travers nos expériences, nos découvertes et notre compréhension, nos convictions, nos croyances peuvent et doivent surtout évoluer avec nous. En fin de compte, une croyance, c'est bien plus qu'une simple pensée. C'est un ensemble de convictions auxquelles on donne le pouvoir de définir notre réalité. Et certaines de ces croyances, comme on l'a vu, nous propulsent vers l'avant, tandis que d'autres vont limiter nos actions et nos possibilités. Mais la bonne nouvelle, c'est que de prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà le premier pas vers leur transformation. En somme, en fait, nos croyances, c'est un peu comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Elles vont nous guider, nous orienter et donner du sens à nos expériences. Elles peuvent illuminer notre chemin ou au contraire nous plonger dans l'obscurité. Certaines nous encouragent et nous motivent à réaliser notre potentiel, tandis que d'autres, plus restrictives, risquent malheureusement de nous empêcher de vivre pleinement. Donc nos croyances limitantes, c'est cette petite voix intérieure, vous savez, vous l'avez sans doute déjà entendue, celle qui répète toujours les mêmes phrases, qui nous offre des pensées négatives, bien souvent inconscientes d'ailleurs, qu'on entretient à propos de notre valeur personnelle, de notre apparence ou encore de notre capacité à réussir. Et à force de se répéter la même chose, on renforce les mêmes circuits neuronaux qui finissent par devenir des pensées automatiques, un petit peu comme des programmes qui vont s'exécuter sans qu'on y pense vraiment et qui vont finir malheureusement par influencer notre comportement. Et comme on vient d'en parler, le mental, il va chercher inlassablement toutes les informations qui vont confirmer ses croyances en repérant chaque petit indice qui leur vient en aide et en ignorant surtout tout ce qui pourrait contredire. Le résultat, on se retrouve à renforcer encore et encore l'idée « tu as échoué ici, tu échoueras sûrement ailleurs aussi ». Et c'est ainsi qu'une spirale de pensée négative va s'installer et nous enfermer dans un schéma limitant notre potentiel et qui va venir guider notre vie de manière automatique, donc du coup sans même qu'on s'en rende compte, un peu à notre insu. C'est un peu en fait comme un petit sentier dans une forêt. Au début, c'est qu'un léger tracé, qui est d'ailleurs difficile à distinguer parmi la végétation, mais à chaque fois qu'on choisit de marcher sur ce chemin, nos pas vont le marquer un peu plus. Et petit à petit, ce sentier va s'élargir, se renforcer, et devient presque la route évidente pour traverser la forêt. Et du coup, même s'il y a d'autres chemins qui existent, celui qui a été foulé maintes et maintes fois nous semble naturel et inévitable, et donc on y retourne systématiquement. Et d'ailleurs, bien souvent, les situations récurrentes ou les remarques, même celles qui peuvent paraître comme ça positives, elles viennent solidifier et consolider nos croyances. Imaginez par exemple qu'on vous dise sans cesse que vous êtes incroyablement fort, capable de toujours rebondir et de gérer les difficultés.
Si en même temps vous portez en vous l'idée que vous devez toujours vous débrouiller seul, ce compliment ne fera que renforcer cette conviction. On vous dit tu es fort, tu n'as besoin de personne. Et petit à petit, cette croyance va s'installer un peu comme une vérité immuable que le mental va finir finalement par projeter dans votre réalité, et vous aurez toujours la sensation d'être seul face aux adversités de la vie, et sans vous en rendre compte, vous ne penserez même pas à demander de l'aide, parce que vous êtes de toute façon inconsciemment persuadé qu'on ne vous l'apportera pas, puisque vous êtes programmé pour avec ces croyances. Ce processus de renforcement, il est insidieux, et il ne faut pas le minimiser, en fait, une croyance, parce que par le jeu du mental, du biais de confirmation, de la répétition, et des commentaires de notre entourage, même une croyance qui peut sembler anodine peut se transformer en un véritable programme qui vient freiner notre évolution et notre épanouissement. En fait, ce qu'on pense être vrai influence profondément notre vie. C'est d'ailleurs un des secrets du fonctionnement de l'effet placebo. Alors je vous propose, on va suivre là, pendant l'épisode l'histoire de 3 personnages pour voir comment en fait ça pourrait se traduire concrètement dans la vie. On va commencer par Élise, par exemple. Élise a 40 ans. Elle a toujours eu des relations compliquées, malgré tout l'amour et l'investissement qu'elle met dans chaque histoire. Elle enchaîne, quoi qu'il arrive, les échecs sentimentaux. Elle finit toujours par attirer des partenaires qui sont peu disponibles, voire mariés, ou qui finissent par la délaisser. Alors que toutes ses amies sont en couple et semblent heureuses, ces expériences répétées finissent par convaincre Élise qu'elle n'est pas faite pour l'amour, qu'elle ne mérite simplement pas d'être aimée, sans doute. Et ce schéma se renforce chaque fois qu'un petit signe d'inattention est interprété comme une preuve de son inaptitude à recevoir l'amour. Et du coup, sans même s'en rendre compte, Élise elle va se retrouver enfermée dans une spirale où elle va repousser toutes les opportunités de bonheur sans même les voir, ce qui va lui permettre de se conforter en fait dans sa croyance négative sur sa valeur personnelle, c'est-à-dire qu'elle ne mérite pas l'amour. La deuxième personne dont on va parler, ça va être Sophie. Imaginez la vie de Sophie. Chaque jour, elle est envahie par l'angoisse de ses finances, hantée par la peur constante de manquer d'argent. Et chaque fois qu'elle parvient à mettre de côté un petit peu d'économie, paf, une dépense inattendue surgit, un petit peu comme si l'univers lui envoyait un message pour confirmer que la prospérité, l'abondance n'était pas faite pour elle. Et même lors des entretiens pour avoir une promotion, elle n'obtient jamais l'augmentation qu'elle espère, alors que ses collègues vont l'avoir. En fait, sans même s'en rendre compte, elle finit par se saboter elle-même, persuadée inconsciemment qu'elle ne mérite de toute façon pas de gagner davantage. Et toutes ces expériences ne font que renforcer la croyance tenace que l'argent, c'est pas pour elle. Et plus cette idée s'enracine en elle, plus elle finit par bloquer, même inconsciemment, toute opportunité de changement. Son quotidien va se teinter d'un sentiment de privation, de résignation, un petit peu comme si le succès financier restait un trésor éternellement hors de portée pour elle. Et puis nous allons parler de l'histoire de Thomas. Thomas a 35 ans, il semble avoir tout pour réussir. Depuis l'école, il a toujours cru qu'il fallait travailler dur, voire souffrir pour atteindre ses objectifs. Chaque succès, chaque promotion vient lui rappeler d'ailleurs qu'il mérite ce qu'il a grâce à son effort acharné, et il enchaîne des réunions interminables, des dossiers à traiter, des emails à n'en plus finir. Mais ce mode de fonctionnement finit par le pousser à se surmener et commence à avoir des répercussions sur son couple et également sur sa santé. Ses collègues pourtant sont impressionnés par son engagement et lui disent souvent « T'es un vrai battant, tu travailles comme personne ne travaille, c'est fou ». Des compliments qui au final ne font qu'alimenter la croyance que s'il relâche un instant, tout s'écroulera. Du coup, Thomas, il était pris dans un cercle vicieux. Il ne prenait plus le temps de profiter de petits plaisirs, un dîner entre amis, un hobby ou même simplement un moment de calme juste pour lui. Et chaque pause était accompagnée d'un sentiment de culpabilité, comme s'il trahissait sa propre recette du succès. Il finit par penser que le bonheur était accessible uniquement à ceux qui se donnent entièrement jusqu'à l'épuisement. Et le renforcement de cette croyance, il était subtil mais très puissant chez lui. Et chaque succès obtenu grâce à ses longues heures de travail finissait par alimenter l'idée que l'effort inlassable était la clé indispensable pour avancer. Et chaque échec, aussi petit soit-il, était interprété comme une preuve qu'il n'avait pas assez travaillé dur. Vous vous souvenez, un peu ce biais de confirmation. Ainsi la croyance qu'il faut travailler dur pour y arriver s'est transformée en une vérité absolue dans son esprit et a façonné ses décisions et ses actions au quotidien.
Et Thomas se retrouve du coup piégé dans un cycle où le travail devient à la fois sa raison d'être et en même temps sa prison, et l'empêche au final de profiter pleinement de la vie. Et inévitablement, cette logique le conduit vers un burn-out qui remet en question sa vision du succès et du bonheur. Alors peut-être que ces exemples vous parlent ou vous rappellent des éléments de votre vie. En tout cas, ils nous montrent bien que nos croyances limitantes ont un impact réel sur notre quotidien. Elles peuvent nous empêcher de saisir des opportunités, de prendre des risques, voire même de nous exprimer pleinement. Elles vont générer au final des vrais blocages au quotidien et nous font parfois, même souvent, passer à côté de ce qui serait le mieux pour nous. Elles vont agir un petit peu comme un plafond de verre. Du coup, qu'il s'agisse de la vision d'Élise qui la convainc qu'elle n'est pas digne de l'amour, que l'amour n'est pas fait pour elle, ou de Sophie qui se sent destinée à l'insuffisance financière, ou encore de Thomas qui croit que le succès ne peut venir qu'au prix d'un sacrifice extrême et des efforts démesurés, et bien ces croyances, elles finissent par nous enfermer dans des cases. Alors, non seulement elles vont affecter notre bien-être émotionnel en générant de l'anxiété, des peurs, un manque de confiance, souvent parfois au point de nous pousser même à procrastiner, à ne pas oser, ou même à adopter des comportements d'auto-sabotage, mais en plus elles influencent également nos relations, en commençant déjà par la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Elles vont déterminer ce que nous pensons être, ce que nous croyons devoir faire ou ce que nous méritons, et ça va se répercuter sur nos interactions avec les autres, en façonnant aussi nos attentes et nos comportements sur ce que devrait être la relation idéale. Dans le domaine professionnel, ces croyances limitantes vont freiner nos ambitions, nous empêcher de saisir les opportunités qui pourraient nous permettre de suivre le chemin qui nous correspond vraiment et de nous épanouir pleinement. Et sur le plan énergétique, comme on l'avait vu dans l'épisode sur l'être énergétique, eh bien ces pensées négatives et cet auto-sabotage quelque part vont drainer notre énergie intérieure et font chuter notre taux vibratoire. Et ça peut générer aussi de la fatigue physique de ce fait-là. Au final, ces croyances limitantes projettent notre vie dans le scénario d'un mauvais film où nous jouons le rôle principal dans une histoire écrite d'avance, sans possibilité d'improvisation. Elles agissent comme des prisons mentales qui nous empêchent d'explorer pleinement notre potentiel et de vivre la vie que nous méritons. Il est donc primordial de cultiver des croyances qui nous élèvent et d'apprendre à identifier pour les déconstruire celles qui nous limitent. Alors, comment reconnaître ces croyances limitantes chez vous ? La première étape, c'est de vous accorder un moment de réflexion. Prenez le temps d'écouter votre dialogue intérieur, surtout face à une situation nouvelle ou difficile. Quelles sont les pensées qui vous traversent l'esprit ? Parfois, elles se manifestent sous la forme de phrases simples et récurrentes qui commencent bien souvent d'ailleurs par « je ». Par exemple, vous pourriez vous surprendre à penser « je ne suis pas assez doué pour réussir » ou « je n'ai pas de chance » ou encore « je ne mérite pas d'être heureux ». Et ces expressions, qui semblent anodines au premier abord, sont en réalité des indicateurs précieux de croyances limitantes. En général, c'est même souvent des phrases un peu négatives. Pour approfondir, essayez d'identifier dans quel domaine de votre vie vous vous sentez bloqué. Avez-vous constamment du mal à demander une augmentation ? Ou peut-être vous hésitez à vous engager en amour ? Ou à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur ? Eh bien, ces situations où vous ressentez un blocage systématique ou un échec récurrent sont souvent le reflet d'une croyance négative qui s'est installée en vous. Par exemple, si à chaque fois que vous tentez de progresser, vous vous dites « je ne suis pas fait pour ça », vous participez sans vous en rendre compte à renforcer cette pensée. Un exercice qui peut être intéressant va consister à écrire ces pensées récurrentes que vous avez. Notez les phrases qui reviennent sans cesse, surtout celles qui vous font ressentir une émotion forte, un petit peu comme une sensation de blocage ou d'injustice. Ces mots vont être souvent ponctués de termes un peu absolus comme toujours, jamais ou alors impossible, et ils vont agir comme des verrous sur votre potentiel. Vous pourriez même remarquer que quand vous prononcez ces phrases, vous ressentez physiquement leur impact. Une tension dans le ventre, un nœud à la gorge, une lourdeur dans la poitrine. Et ces ressentis ne sont pas anodins. Ils indiquent que ces croyances sont liées potentiellement à des blessures émotionnelles enfouies qui continuent d'influencer vos choix. Alors, interrogez-vous ensuite, est-ce que cette croyance m'aide ou est-ce qu'elle me limite ? Si vous réalisez que par exemple vous avez toujours du mal à postuler pour ce job de rêve parce que vous vous dites « je ne suis pas assez compétent », alors vous avez identifié une barrière qui freine votre évolution.
Et c'est en posant ce type de questions que vous pouvez commencer à prendre conscience du pouvoir de vos pensées sur votre réalité. En résumé, pour identifier une croyance limitante, posez-vous ces simples questions. Quelles sont les phrases récurrentes que je me dis, surtout dans des moments de doute ou de difficulté ? Quel domaine de ma vie semble bloqué ou semé d'obstacles inexplicables ? Est-ce que je ressens une émotion physique particulière lorsque je pense à ces idées ? Est-ce que j'utilise des termes comme toujours, jamais ou impossible dans ces pensées ? Et enfin, cette croyance m'aide-t-elle réellement ou est-ce qu'elle me freine ? Et vous verrez, ces interrogations vous aideront à mettre en lumière les croyances qui jusqu'ici influençaient votre vie sans que vous en soyez pleinement conscient. Et une fois que vous aurez identifié ces croyances, vous êtes déjà sur le chemin de leur transformation. Parce que reconnaître que je ne suis pas assez doué ou que je ne mérite pas le succès, c'est que la première étape pour écrire votre histoire. Mais alors, d'où peuvent venir ces croyances limitantes et comment est-ce qu'elles se forment ? Eh bien, nos croyances, comme on vient de le voir, c'est ces petites phrases qui résonnent dans nos têtes, ces idées préconçues qui nous orientent dans la vie et qui nous font parfois oublier qu'il existe d'autres vérités. Eh bien, elles naissent de sources multiples et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, ces croyances limitantes peuvent prendre forme à partir de nos expériences et de nos vécus, ce qui est souvent le cas. En ce qui concerne les croyances limitantes, elles vont venir de nos expériences douloureuses. Si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, on avait parlé des blessures émotionnelles. Il faut savoir que nos blessures donnent naissance à des croyances limitantes. Par exemple, une expérience douloureuse comme être critiqué publiquement par un professeur devant la classe qui vous traitait de nul ou vous disait que vous ne compreniez jamais rien à rien, ça peut laisser une profonde blessure d'humiliation qui va bien sûr s'inscrire dans votre mémoire, donc à la fois dans la mémoire cognitive mais aussi dans la mémoire émotionnelle, et ça peut vous amener à penser que vous n'arriverez jamais à rien, créant ainsi une croyance limitante sur vos capacités. Et puis il y a aussi les expériences vécues par la famille et dont nous sommes témoins. Et celles-ci aussi, elles peuvent déterminer la construction de nos croyances. Par exemple, dans des familles où les relations sont marquées par des séparations difficiles ou des conflits constants, un enfant peut en venir à croire que l'amour est synonyme de souffrance et que les relations de couple sont vouées à l'échec. Alors bien sûr, c'est pas ce qu'il souhaite croire, mais c'est ce qu'il voit et c'est ce qui prend forme peut-être chez lui. Et de même, dans un foyer où les parents sont extrêmement protecteurs et contrôlants, l'idée qu'il faut être parfait pour mériter l'amour peut s'enraciner très tôt, ou bien encore que le monde extérieur est dangereux et qu'au final, seul le cocon parental peut offrir une sécurité. Vous voyez, dans tous les cas, en fait, on peut générer des croyances qui peuvent nous limiter après. Maintenant, ce ne sont pas uniquement les événements traumatisants qui vont façonner nos croyances. Souvent, en fait, ce sont simplement les mots qui sont répétés et qui s'imprègnent en nous. Imaginez que vous entendiez jour après jour des phrases comme « t'es vraiment pas doué en maths » ou alors « on peut jamais compter sur toi » ou bien encore « dépêche-toi ». Ces remarques, semblables à des petits coups répétés comme des micro-traumatismes, vont s'accumuler et finir par créer une trace en nous qui se transforme, qui transforme ces paroles en vérité et du coup en blessure, et donc du coup en croyance. Et plus ces messages nous sont transmis par des personnes qui comptent pour nous, comme notre famille, nos meilleurs amis, ou même un professeur, ou des figures d'autorité, en fait, pour nous, plus leur impact va être fort. Notre entourage y joue un rôle crucial. Et d'ailleurs, dans toutes les familles, certaines croyances se transmettent même de génération en génération, un petit peu comme un pacte tacite, un mode d'emploi à suivre par loyauté familiale, sans même qu'on se souvienne de leur origine exacte ni du contexte dans lequel elles ont émergé. Et cela peut se traduire parfois par des expressions comme « chez les Dupont, on se serre les coudes » ou « dans notre famille, on est des battants ». Et ça peut être aussi des phrases plus insidieuses qui peuvent devenir un véritable héritage familial, même si à première vue ils ne concernent pas l'histoire de la famille. Par exemple, vous pourriez entendre des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou bien « ceux qui ont beaucoup d'argent sont superficiels et ne pensent qu'à eux » ou encore « c'est important d'être là pour sa famille quoi qu'il se passe » ou bien « il faut se contenter de ce qu'on a » ou « fais attention, le monde n'est pas tendre ». Donc si jamais vous creusez l'histoire familiale, vous découvrirez peut-être ce qui a été à l'origine de cette croyance ancestrale qui est transmise comme une vérité à laquelle vous devez finalement de croire si vous voulez appartenir au clan. Et toutes ces phrases, même si au final elles sont énoncées avec des bonnes intentions, dans le but de protéger ou de donner un mode d'emploi,
Elles s'imprègnent dans notre esprit comme des messages et elles vont modeler notre vision du monde, influencer notre comportement, nos choix et notre capacité à saisir les opportunités sans que nous en ayons réellement conscience. Après, même si nous continuons au fil de notre vie à reconstruire de nouvelles croyances, à en déconstruire des plus anciennes, eh bien, nos croyances limitantes les plus marquantes et impactantes naissent souvent pendant notre enfance. Alors pourquoi ? Eh bien, simplement parce que c'est une période où on est particulièrement malléable et influençable, prêt à croire tout ce qu'on nous dit. Et ces phrases répétées finissent par devenir banales, s'ancrer dans notre esprit un peu comme des vérités évidentes qu'on ne vient plus questionner, d'autant plus que notre cortex cérébral, en fait, quand on est enfant, n'est pas encore pleinement mature pour exercer un recul critique. Et donc, elles vont s'inscrire dans notre inconscient, imposer des programmes qui vont limiter notre potentiel, bien souvent à notre insu. Donc vous voyez, nos croyances, elles sont fortement influencées par notre éducation, mais pas seulement. Parce qu'en fait, la société, avec ses normes, ses stéréotypes, ses cases, elle vient renforcer aussi nos croyances. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu dire que les artistes ne gagnaient pas bien leur vie, que c'était pas un métier sérieux, ou encore que pour être belle, il faut souffrir. Des vérités un peu toutes faites qui s'imposent sans que vous sachiez vraiment d'où elles viennent. Et même des expressions comme un homme, c'est fort, ça ne pleure pas, ça se transmet de génération en génération, ça instaure des attentes irréalistes sur ce qu'on doit être ou ce qu'on doit faire. Et en fait, personne ne se souvient qui est à l'origine en fait de cette croyance, ni quel est le sens de cette croyance réelle, sauf que du coup, ça vient nous impacter. Donc pour résumer, nos croyances limitantes se construisent à partir d'une multitude d'influences, nos expériences personnelles, les mots, les phrases répétées par notre entourage, les stéréotypes véhiculés par la société, et en fait elles finissent par devenir des vérités que nous acceptons sans jamais les remettre en question et qui orientent notre comportement au quotidien, mais qui bien souvent malheureusement nous bloquent. Alors pour illustrer tout ça de manière un peu plus concrète, on va revenir sur l'histoire de Sophie, Élise et Thomas, et leurs parcours vont nous permettre de voir comment leurs croyances se sont formées. Alors, souvenez-vous, Sophie, cette femme qui avait fini par croire que l'argent n'était pas pour elle, que l'abondance financière était un rêve inaccessible. Eh bien, Sophie, elle a grandi dans une famille modeste où ses parents, jamais en position d'avoir trop d'argent, luttaient constamment pour rejoindre les deux bouts. Dès son enfance, au final, le thème de l'argent était abordé plutôt sous l'angle du manque et de la privation. On lui apprenait sans cesse qu'il fallait se priver, faire des sacrifices pour économiser, un petit peu comme si l'amour et l'estime devaient se gagner par le renoncement. Mais c'était pas tout, parce qu'en fait dans son entourage, en plus on parlait des riches de façon très négative. Les riches sont des gens égoïstes, ou encore faut pas trop vouloir être riche, ça change les gens. Et même les personnalités publiques qui exhibaient leur fortune, ou cet oncle qui en exhibant ses billets pour montrer sa puissance, en fait venait renforcer cette image négative de la richesse. Et tout ça, ça créait finalement un environnement où l'argent était perçu comme quelque chose de corrompu, de malsain, quelque part de négatif, qui était aussi réservé aux autres. Et puis, lorsqu'elle a gagné son premier salaire, en fait, Sophie a voulu se faire un plaisir en s'offrant un voyage, un rêve qu'elle avait depuis longtemps. Et sa famille n'a pas manqué de lui faire des reproches en lui rappelant que l'argent ne poussait pas sur les arbres et que voyager, en fait, c'était pour les riches et pas pour quelqu'un comme elle. Et ces remarques répétées au fil des années transmettaient l'idée que l'argent était une ressource qui finalement était limitée, réservée à une élite, et que même dépenser pour soi, pour quelque chose qui apportait juste un plaisir, c'était un luxe qu'on ne devait pas se permettre. Au fil de son enfance, elle a aussi entendu des phrases comme « l'argent ne tombe pas du ciel, fais attention à ne pas trop dépenser, il faut se contenter de ce qu'on a ». Autour de la table familiale, en fait, ses parents insistaient sur le fait que l'argent, c'était quand même une denrée rare. Et pour Sophie, qui admirait profondément ses parents et désirait leur ressembler, eh bien, ces messages étaient particulièrement marquants. Alors, sans oublier aussi l'histoire de son grand-père, qui avait bien gagné sa vie, qui était riche et qui s'était fait complètement dépouiller par un associé et s'était retrouvé ruiné et avait fini, en fait, par tomber en dépression. Eh bien, l'idée qui en ressortait était claire, l'argent attire le malheur. Du coup, il vaut mieux pas trop en avoir. Et du coup, Sophie a ancré en elle cette croyance limitante de « je ne mérite pas d'être riche », d'ailleurs c'est même dangereux d'être riche, donc surtout l'argent ne doit pas venir vers moi. En fait, c'était la répétition de ces messages, même si au final, des fois c'était déguisé plutôt en conseil ou en mise en garde, ça a fini par façonner en fait sa vision de l'argent et l'empêcher d'envisager un futur
où l'abondance serait pour elle une réalité possible. Après, je me souviens aussi d'une patiente que j'ai eue, une dame d'un certain âge, qui avait plus de 65 ans, qui était artiste peintre, et qui m'expliquait qu'en fait, à chaque fois qu'elle vendait un tableau, et qu'elle le vendait bien, parce qu'a priori ça se vendait bien, et bien il y avait derrière quelque chose qui faisait qu'elle perdait de l'argent. Alors, pas de l'argent en lien avec son tableau, mais elle avait une facture qui lui tombait sur le coin du nez, ou alors il y avait une espèce d'arnaque. Elle m'expliquait qu'il y avait un local qu'elle louait et que le propriétaire lui avait dit qu'il n'augmenterait pas dans la mesure où elle faisait des petits travaux dedans, et en fait elle a fait les travaux et il lui a demandé une augmentation. Et tout ça, ça n'arrivait que quand elle vendait un tableau. Et du coup, elle comprenait pas, et c'est vrai que ça la mettait un petit peu mal. Donc on a remonté un petit peu l'histoire avec elle, et dans ce qu'on a retrouvé, c'est qu'en fait, elle a toujours eu ce côté artistique en elle, même enfant, et sa mère l'encourageait beaucoup dedans, sauf que quand elle a eu, je crois que c'était 14-15 ans, en fait, sa mère est décédée. Et son père lui a dit, tu sais, artiste, c'est pas un métier, tu ne gagneras jamais ta vie avec tes tableaux, avec de la peinture, avec ton art. Jamais tu ne pourras gagner ta vie. Et son père, forcément aujourd'hui, était décédé. Et je lui demandais un petit peu quelle était la relation qu'elle avait avec son père. Et elle me disait qu'elle était très proche de son père et qu'elle avait beaucoup d'affection pour lui et qu'elle se reposait beaucoup sur lui. Enfin voilà, c'était un lien assez fort. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans sa tête, dans cette croyance? Son père lui a dit: tu ne peux pas gagner de l'argent avec ton art, avec tes tableaux. Donc, pour répondre à l'injonction familiale et répondre à ce que son père lui disait, il ne fallait surtout pas, quand elle vendait un tableau, qu'elle puisse gagner de l'argent avec. Donc, systématiquement, dès qu'elle vendait un tableau, il fallait qu'elle perde de l'argent pour pouvoir répondre à l'injonction inconsciente de son père, même si c'était juste, à l'époque, j'imagine, pour la protéger et pour qu'elle gagne bien sa vie. Donc vous voyez comme des fois en fait des simples phrases qui peuvent être prononcées et qui ne sont pas du tout dans l'objectif de rendre la vie dure à nos enfants ou aux gens autour de nous, peuvent avoir un impact sur nous. C'est pour ça que c'est important de les entendre, de les comprendre et de les déconstruire. Bon, revenons maintenant à l'histoire d'Élise, vous savez, qui avait toujours peiné à trouver l'amour et en est venue à croire que l'amour c'était simplement pas fait pour elle. Comme si c'était donné à des gens et pas à d'autres d'ailleurs. Et ben, elle a grandi dans une famille où son père, souvent distant et émotionnellement un peu absent, ne lui offrait que peu d'affection. Et pendant ce temps, elle voyait sa mère se sacrifier pour tout le monde, à donner sans compter. Et elle répétait souvent d'ailleurs à Élise que c'était normal de tout donner et de tout faire pour que son mari soit bien, puisqu'il travaillait beaucoup pour subvenir aux besoins de la famille. Et que l'amour, c'était ça aussi, en fait, être là pour son mari, et que l'amour, finalement, ça se méritait. Elle lui répétait sans cesse que pour recevoir de l'affection, il fallait donner beaucoup, gagner l'amour des autres, en fait, par les actions qu'on faisait. Élise avait donc fini par intégrer que dans ce foyer, l'amour était mesuré à la performance. Et donc dès son plus jeune âge, elle a compris que dans ses résultats scolaires, quand ses résultats scolaires étaient bons ou qu'elle se conformait aux attentes de ses parents, elle recevait un petit peu d'amour. Mais dès qu'elle faisait une erreur ou qu'elle déviait même légèrement de la norme, les remarques fusaient. Tu ne fais jamais rien de bien, t'es toujours à côté de la plaque. Et puis sans surprise, elle se comparait constamment à sa grande sœur, celle qui semblait toujours plus calme, plus performante et qui, a priori pour elle, aux yeux de son père, était digne d'admiration et d'affection. Et de son côté, en fait, son père, lui, il n'arrêtait pas de critiquer, en tout cas c'était comme ça qu'elle le ressentait, il n'arrêtait pas de critiquer Élise en se focalisant uniquement sur ses défauts ou en renforçant l'impression que sa sœur était bien plus méritante qu'elle. Et malgré tous ses efforts pour attirer l'attention et se faire aimer, alors, des fois de façon certes très maladroite, Élise se retrouvait souvent punie ou tout simplement ignorée. Et cette expérience répétée l'amenait à penser que pour être aimée, il fallait déjà être absolument parfaite, que chaque compliment était systématiquement suivi d'une remarque sur ce qu'elle devait encore améliorer, qui lui a permis d'inscrire un peu plus dans son esprit une vérité incontournable: pour être aimé, il faut bien se comporter, tu dois mériter l'affection des autres. Et au fil du temps, ces messages négatifs ont façonné finalement sa perception d'elle-même et sa valeur personnelle, en créant en plus une blessure émotionnelle profonde. Élise, elle a ancré en elle qu'elle ne méritait pas d'être aimée parce qu'elle n'était pas assez bien. Et dans ses relations amoureuses, elle a tout donné pour mériter l'affection qu'elle espérait tant, mais
Comme par hasard, malgré ses efforts, l'amour véritable lui échappait toujours. Persuadée en fait qu'elle ne méritait pas d'être aimée, elle attirait invariablement des partenaires incapables de lui offrir ce qu'elle recherchait, ce qui venait renforcer ainsi l'idée qu'elle n'était jamais assez bien quoi qu'elle fasse. Et peu à peu, à force de souffrir, il lui a paru moins douloureux de se convaincre que finalement l'amour n'était pas fait pour elle, plutôt que de se dire que c'était elle qui ne méritait pas l'amour. Du coup, l'absence ou la déformation de l'amour qu'elle a reçu dans son enfance, en tout cas qui n'a pas été telle qu'elle l'attendait, ça a laissé une empreinte durable et ça a affecté sa capacité à s'ouvrir aux autres et à se sentir digne d'affection. Thomas, lui, en fait, il en est arrivé à un point critique où le burn-out et les tensions dans son couple témoignaient que son dévouement exclusif au travail était pas très sain. Et en fait, Thomas, il a grandi dans un foyer où son père se levait aux aurores et travaillait tard le soir, en sacrifiant finalement tous les temps de famille et les loisirs pour atteindre ses objectifs professionnels. Et quand Thomas demandait à son père en fait de partager un petit peu de temps avec lui, son père lui répondait la plupart du temps: tu sais, si tu veux réussir, il faut jamais négliger ses efforts, j'ai pas le temps. C'est en travaillant dur et uniquement en travaillant dur qu'on peut y arriver dans la vie. Thomas, il admirait ce père qui lui semblait infatigable, et il a fini par croire que le repos ou le plaisir, en fait, c'était incompatible avec le succès. Au fil de ses études, forcément cette logique s'est imposée naturellement à lui, et dès qu'il se surprenait à rêvasser ou à jeter d'ailleurs un coup d'œil à son téléphone, son père lui rappelait que chaque moment libre était une opportunité de travailler et de se perfectionner. Les remarques telles que tu dois toujours donner le meilleur de toi-même, ou rien ne vient facilement dans la vie, il faut se battre pour réussir, ou encore si tu ne travailles pas dur, tu ne réussiras jamais, ça devenait un petit peu le refrain de son quotidien. Aussi du coup, chaque succès était attribué à son acharnement parce qu'il travaillait dur, et chaque échec, forcément, a un manque d'effort, ce qui venait renforcer l'idée que seule la persévérance extrême menait au succès. Et Thomas, il en est venu à assimiler que l'affection et les félicitations n'étaient accordées qu'en cas de réussite scolaire ou professionnelle. Et quand il recevait des compliments du genre t'es vraiment formidable, qu'est-ce que t'es capable de travailler, c'est fou, ou alors c'est parce que t'as travaillé si dur que t'as réussi, ça lui inculquait au final la notion que sans effort intense, il n'était pas forcément reconnu ou même aimé. Et même les rares fois où il ramenait des mauvaises notes, son père ne cessait de lui répéter « Si tu veux quelque chose, il faut t'y mettre à fond ». Et bien que ces mots aient pu être destinés à le motiver, au final, ça créait de façon insidieuse une pression constante qu'il fallait toujours travailler dur, dur, dur. Et ces messages qui sont répétés année après année ont fini par s'enraciner en lui, en transformant l'idée du travail acharné comme une vérité intérieure inébranlable. Le succès n'est accessible qu'à ceux qui se surmènent. Et inconsciemment, Thomas, il a fini par rejeter toute opportunité qui lui semblait facile ou agréable, parce que son cerveau lui disait si c'est facile, c'est pas légitime. Et du coup, il en est venu à croire que la réussite ne pouvait venir qu'au prix d'un sacrifice sans fin, qui laissait au final peu de place à l'équilibre avec la vie privée et avec le bien-être. Donc, toutes ces expériences et ces messages, qu'ils soient finalement explicites ou plus subtils, se sont imprégnés dans l'esprit de Thomas, et au fil du temps, ils ont forgé en lui la conviction qu'il n'existe qu'une seule voie vers la réussite, celle du travail acharné, sans pause ni compromis. Et cette croyance limitante s'est installée durablement, en influençant négativement son équilibre personnel et en le poussant parfois à des comportements même d'auto-sabotage, allant jusqu'à l'épuisement. Bon, alors maintenant qu'on sait que nos croyances limitantes nous freinent, qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment on s'en libère ? En fait, c'est un processus en plusieurs étapes. Parce que changer ses croyances, ça commence déjà par un travail de bienveillance envers soi-même. Parce qu'on a tous des failles et des imperfections et c'est normal. Mais il faut garder en tête que nos failles, nos imperfections ne définissent pas notre valeur. Donc se juger va ne faire que renforcer ses croyances négatives. Si on considère qu'on n'est pas quelqu'un d'assez bien, on n'aura jamais envie d'aller déconstruire ses croyances pour pouvoir obtenir la vie qu'on mérite. Il va donc falloir apprendre à se parler avec bienveillance, à se traiter finalement comme si on traitait un ami cher, et c'est ça qui va permettre d'amorcer le changement. Donc plutôt de se juger sévèrement en permanence, apprenons à nous accueillir avec douceur, à se dire que même avec nos forces et nos faiblesses, on est déjà suffisamment bien. Ensuite, pour déconstruire les croyances, la première étape déjà, c'est d'en prendre conscience. Prendre du recul et s'observer. Quelles sont les pensées qui tournent en boucle dans ma tête ?
Quelles histoires je me raconte sur moi-même? Quels schémas se répètent dans ma vie? Dans quel domaine je me sens bloqué? Ça peut être des phrases comme je ne suis pas assez bien, je vais échouer alors autant ne pas essayer, ou je mérite pas d'être aimé, si je lâche prise tout va s'écrouler, il faut que je contrôle. Et certaines peuvent même influencer les relations comme l'amour doit être compliqué pour être vrai, ou encore si je montre mes faiblesses on va m'abandonner. Et tout ça, ça peut nous pousser à l'auto-sabotage et à accepter des relations toxiques ou à rechercher même l'amour dans la souffrance. Une autre croyance comme si c'est pas difficile, ça n'a pas de valeur, peut amener à l'épuisement total. Regardez Thomas, il pensait que sa valeur dépendait uniquement de son travail acharné, et du coup il s'épuisait sans relâche jusqu'à ce que tout s'effondre, son corps, son esprit, son couple. Résultat, il a tout donné jusqu'au burn-out. Et c'est seulement là qu'il a pris conscience que son mode de fonctionnement n'était pas une vérité absolue, mais une croyance héritée. Parce qu'au final, on ne se rend même plus compte qu'on se répète ces mêmes phrases, parce qu'elles sont devenues automatiques, et donc inconscientes. Mais elles façonnent notre façon de voir le monde, nos décisions, nos comportements, et peuvent malheureusement aussi jouer sur notre santé. Donc une fois qu'on les a identifiées, ça va être important d'explorer d'où elles viennent, parce que comprendre leurs origines va nous aider à démystifier leur pouvoir et à commencer en fait à se détacher de leur emprise. Alors, ont-elles été transmises par l'éducation, par des expériences passées, par des injonctions sociales? Quelles sont les croyances que j'ai héritées de ma famille, de ma culture? Quelles sont mes attentes et mes besoins non satisfaits qui se cachent derrière? Y a-t-il une blessure à l'origine de cette croyance? Parce que si c'est le cas, il faudra avant tout travailler sur la blessure qui est la cause originelle. Et parfois, il suffit de discuter avec nos proches pour comprendre d'où elles peuvent venir. Comme Élise qui avait toujours cru qu'elle devait mériter l'amour plus que sa sœur. En parlant avec son père, pendant un séjour où ils s'étaient retrouvés, elle a découvert que sa grande sœur avait frôlé la mort quand elle était bébé et que par peur, en fait, son père l'avait toujours surprotégée. Et qu'avec Élise, c'était différent, en fait, il l'a poussée parce qu'il savait qu'elle pouvait se débrouiller seule et qu'elle avait la force. Donc en fait, il l'a poussée pour réussir par elle-même. Elle a fini donc par comprendre que son sentiment d'être moins aimée ne venait pas d'un manque d'amour réel, mais au final, un peu de l'histoire familiale qui avait eu lieu avant sa naissance. Elle a aussi découvert que sa mère avait grandi dans un environnement où la femme devait se dévouer entièrement à son mari, le sacrifice étant perçu comme l'essence même d'être une bonne épouse. Comprendre l'origine de ces schémas, ça lui a permis de prendre du recul et de commencer à se libérer de ses croyances qui en réalité ne lui appartenaient pas. Et puis après, une fois qu'on a mis le doigt sur les croyances, qu'on a un peu compris d'où elles pouvaient venir, alors même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais en tout cas déjà d'essayer de le faire, la suite, c'est de les remettre en question. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'il existe réellement une règle universelle qui dit que, par exemple, l'amour doit être compliqué, ou que pour réussir, il faut forcément souffrir, que certaines personnes méritent plus que d'autres? Quel fait réel prouve que cette croyance est fondée? Vous voyez, c'est des questions à se poser. Et très souvent, en fait, on réalise qu'il n'y a aucune preuve réelle derrière ces pensées, que c'est juste des conditionnements qu'on traîne depuis des années. Sophie, par exemple, était convaincue qu'elle ne méritait pas de gagner plus d'argent. Elle a commencé à questionner cette idée. Pourquoi certains réussiraient-ils financièrement et pas elle? Où était la règle qui imposait qu'elles doivent se contenter de peu? Ce simple questionnement lui a ouvert une nouvelle perspective. Alors après, pour avancer et déconstruire la croyance, c'est intéressant aussi de trouver des contre-exemples. De chercher autour de soi, par exemple, des personnes qui ont prouvé le contraire de notre croyance. Si par exemple vous croyez que l'amour c'est compliqué, regardez autour de vous. Si vous voyez des couples heureux et équilibrés, c'est que peut-être cette croyance n'est pas une vérité absolue. Si vous pensez par exemple qu'il faut se donner corps et âme à son travail comme pour Thomas pour réussir, vous découvrirez qu'il y a plein de gens qui réussissent en trouvant un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et Thomas, c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Il a observé des personnes qui réussissaient sans sacrifier leur bien-être, ni leur famille. Il a lu des témoignages, il a rencontré des entrepreneurs épanouis, et il a découvert finalement que l'épuisement n'était pas un passage obligé vers la réussite et qu'il pouvait lui aussi trouver un équilibre. En fait, quand on commence à chercher, on réalise qu'il existe d'autres vérités. Alors après, une fois que ces croyances sont mises en lumière, l'étape essentielle va consister à les transformer avec des pensées bienveillantes et constructives.
Des pensées au final qui vont nous pousser vers l'avant et nous ouvrir de nouveaux horizons et qui nous nourrissent. Alors c'est pas juste un exercice mental, c'est une véritable reprogrammation intérieure. Si on a longtemps cru qu'on n'était pas assez bon, il faut petit à petit instaurer une nouvelle perception de soi. Je suis en apprentissage, en évolution, donc c'est parfaitement normal de ne pas tout savoir, de ne pas être bon tout de suite. Je suis capable et je mérite le succès, par exemple. Ou encore, plutôt que de croire que l'amour doit être sacrificiel, on peut adopter la croyance que l'amour véritable est basé sur le respect mutuel et l'équilibre des besoins de chacun. Ou se dire je suis digne d'amour, je mérite des relations saines et équilibrées. Alors, bien sûr, c'est pas juste de changer la phrase c'est vraiment tout le processus. Et les changements ne se font pas du jour au lendemain, surtout quand ces croyances elles sont ancrées depuis longtemps. Mais parce que quand elles sont ancrées depuis longtemps, elles ont été renforcées par des années d'expérience et de répétition. Donc, pour les modifier en profondeur, il faut leur opposer de nouvelles affirmations et surtout les ressentir et les vivre comme si elles étaient déjà en nous. Au début, ces nouvelles croyances, elles vont nous sembler un petit peu artificielles, presque irréelles, et c'est tout à fait normal parce que le cerveau a besoin de répétition et d'expérience pour intégrer une nouvelle vérité. C'est ce qui s'est passé pour intégrer les premières croyances. C'est pour ça que des outils comme la visualisation, les affirmations positives, la méditation, le travail sur les ressentis émotionnels vont être assez puissants pour aider. Même si techniquement c'est pas aussi simple que ça. L'idée c'est d'imaginer que vous êtes déjà en train de vivre avec cette nouvelle croyance. Ressentez ce que ça changerait dans votre corps, dans votre posture, dans votre décision. En fait, vivez dans cette nouvelle réalité comme si vous y étiez déjà. Et petit à petit, en fait, en s'exposant à de nouvelles expériences qui vont venir confirmer cette nouvelle façon de penser, on va utiliser du coup le cerveau à notre avantage, le cerveau, le mental va commencer à s'y adapter et à l'intégrer comme une évidence. Mais là-dedans, en fait, il y a une clé qui est essentielle, c'est la régularité. Parce que ce travail de transformation intérieure, ça demande du temps, un petit peu comme le papillon qui passe par sa chrysalide et qui a besoin de ce temps dans la chrysalide pour changer. Donc ça va demander du temps, de la patience et de la constance. C'est pas juste un simple exercice ponctuel en disant ça y est, j'ai trouvé la croyance limitante, allez, je me dis la phrase et puis c'est bon, on passe à autre chose. C'est vraiment un engagement envers soi-même. Ancrer une croyance aidante, en fait, c'est un peu comme muscler une nouvelle habitude et plus on va la nourrir, plus elle devient naturellement instinctive. Donc l'idée n'est pas de la nourrir qu'avec notre mental, mais en fait de l'incarner pleinement et de la vivre. Et puis arrive un jour, presque sans s'en rendre compte, où cette nouvelle manière de voir le monde va devenir la norme. Alors, que sont devenus nos 3 acolytes ? Comment eux, ils ont réussi à briser leur chaîne invisible et à se libérer de leur prison mentale ? Donc souvenez-vous, Sophie était persuadée qu'elle ne méritait pas de gagner plus d'argent. Mais en fait, en creusant cette croyance et en voyant un peu d'où ça venait, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucun fondement réel. Elle a alors décidé de reformuler ses pensées. En se disant plutôt « je mérite une reconnaissance financière à la hauteur de mon travail. J'ai le droit d'avoir de l'abondance, l'argent circule librement dans ma vie. » À chaque fois, chaque jour qu'elle percevait une phrase qui générait les doutes qu'elle avait avant, elle remplaçait ces doutes par les affirmations positives. Et peu à peu, en fait, son état d'esprit a commencé à changer. Elle a commencé aussi à se visualiser dans une vie où elle gérait son argent avec confiance, où elle investissait dans ses rêves, où elle aidait ses proches sans culpabilité ou peur de manquer. Et en fait, à chaque pensée limitante, elle se posait la question clé : quelle preuve ai-je que je ne peux pas réussir financièrement ? Et en observant autour d'elle, elle a trouvé de nombreux exemples qui prouvaient le contraire. Et petit à petit, les efforts de Sophie ont commencé à porter leurs fruits. Elle a osé demander une augmentation au travail, en dehors des rendez-vous annuels. Elle a lancé un petit projet en parallèle qui a grandi avec le temps, et sa perception de l'argent a changé radicalement. Du coup, ce qui était autrefois un frein, c'est devenu une source d'énergie et de motivation. Sa nouvelle approche, elle attira des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées avant, et elle a découvert que l'abondance ne dépendait pas d'un destin figé, mais plutôt de sa capacité à en croire en ses propres ressources. Au final, elle n'a pas fait que transformer sa situation financière, en fait, elle s'est transformée intérieurement. Elle a appris que les croyances limitantes, comme celle de ne pas pouvoir gagner beaucoup d'argent, en fait, ce sont que des histoires qu'on se raconte. Du coup, elle ne voyait plus l'argent comme un problème, mais plutôt comme un outil lui permettant d'avancer vers ses objectifs
et d'accéder à une vie plus alignée avec ses aspirations, et en plus elle a eu son augmentation. Quant à Élise, elle souhaitait profondément transformer sa vision de l'amour. Elle avait grandi avec l'idée qu'elle n'était pas digne d'être aimée, si vous vous souvenez, mais en fait elle refusa de laisser cette croyance guider sa vie. Elle était déterminée et elle a mis en place un travail quotidien. À chaque fois qu'une pensée limitante surgissait, elle la remplaçait immédiatement par une affirmation bienveillante en la ressentant dans son cœur, comme par exemple je mérite l'amour inconditionnel, ou mon cœur est digne d'affection, ou encore je m'aime tel que je suis. Elle avait déjà déconstruit en discutant avec son père, compris que du coup il y avait une partie de ses croyances qui n'étaient pas réelles. Et en fait, elle comprit que pour recevoir l'amour des autres, elle devait d'abord surtout apprendre à se l'accorder à elle-même. Elle a du coup entrepris un travail plus profond pour se libérer de ses blessures familiales qui avaient nourri toute cette insécurité. En revisitant aussi l'histoire de son grand-père, elle a réussi à lui rendre ce qui lui appartenait et à ne plus porter ce fardeau. En parallèle, elle pratiquait la visualisation, c'est-à-dire qu'elle s'imaginait entourée d'amour, recevant de l'affection sans condition, et elle le ressentait profondément en elle comme si elle le vivait déjà. Et chaque jour, ces exercices renforçaient l'idée qu'elle était digne d'aimer et d'être aimée. Accompagnée d'un thérapeute, elle a déconstruit progressivement tous ces schémas négatifs et elle a retrouvé une estime de soi plus solide. Et bien, les résultats n'ont pas tardé à apparaître. Elle a commencé en fait à percevoir différemment les marques d'affection de ses proches, à accepter les compliments sans les minimiser, en fait à oser croire que c'était vrai. Elle a osé partager ses émotions et surtout à s'autoriser à vivre une relation amoureuse saine. Et bien, au fil du temps, la petite voix intérieure qui lui soufflait qu'elle n'était pas assez bien s'effaçait, remplacée par un sentiment profond de confiance et de sérénité, ce qui lui a permis d'ouvrir les yeux à l'amour et d'attirer à elle les bonnes personnes. Alors de son côté, Thomas y prit conscience que son rapport au travail était étroitement lié à une croyance limitante. Il pensait qu'il devait constamment surpasser pour mériter le succès et la reconnaissance. Mais en fait, en analysant son comportement, il a réalisé dans cette quête de perfection qu'elle l'épuisait plus qu'elle ne l'épanouissait. Du coup, il a décidé d'expérimenter une autre façon de fonctionner. Il a commencé par s'accorder des pauses sans culpabiliser, à poser des limites claires, à apprendre à dire non. Et à sa grande surprise, il a constaté que son efficacité ne diminuait pas. Au contraire, en fait, en prenant du recul, il est devenu plus créatif, plus concentré et surtout bien plus heureux. Il a compris qu'il n'avait rien à prouver en s'épuisant et que sa valeur ne dépendait pas du nombre d'heures travaillées. Et ce changement, bien sûr, ça n'a pas été instantané, il y a eu des moments de doute, des rechutes, des jours où il se surprenait à retomber dans ses anciens schémas, mais chaque prise de conscience lui a permis d'avancer un peu plus. Et progressivement, il a réajusté sa vision du travail en trouvant un équilibre entre ambition et bien-être. Et aujourd'hui, il apprécie toujours autant ce qu'il fait, mais il ne le met plus au centre absolu de sa vie. Il sait désormais que la réussite ne se mesure pas à l'épuisement, mais à la capacité de construire quelque chose de durable en accord avec lui-même. Vous voyez, Sophie, Élise et Thomas, ils ont tous fait le même constat. Nos croyances ne sont pas une fatalité. Elles ne sont que des histoires que nous nous racontons et que nous avons le pouvoir de réécrire. En modifiant leur regard sur eux-mêmes et sur la vie, ils ont ouvert la porte de nouvelles possibilités à plus de liberté et d'épanouissement. Et si vous aussi vous réécriviez votre propre histoire ? Alors, dans cet épisode, on a vu comment nos croyances limitantes, bien qu'elles puissent sembler anodines, ont un pouvoir énorme. Elles influencent nos décisions, nos comportements et même notre vision de nous-mêmes. Elles créent au final des prisons mentales, souvent invisibles, dans lesquelles on se retrouve enfermé en pensant qu'on ne mérite pas d'avoir plus, qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais la bonne nouvelle, comme on l'a vu, c'est que ces croyances ne sont pas une fatalité. On l'a exploré aujourd'hui, vous avez tous les outils en main pour commencer à identifier ces croyances qui vous freinent. Dès que vous les reconnaissez, vous avez le pouvoir de les remettre en question, de les déconstruire, mais surtout de les transformer. En comprenant d'où elles viennent, vous arriverez plus facilement à libérer ces chaînes du passé qui vous empêchent d'avancer. Peut-être viennent-elles de l'enfance, d'expériences passées douloureuses, ou des attentes de la société, mais sachez qu'aucune de ces croyances ne détermine qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Vous pouvez alors du coup remplacer par des pensées positives, nourrissantes, qui vous élèvent et non qui vous abaissent.
Des pensées comme je mérite le succès, je suis capable d'accomplir mes rêves, ou encore l'amour et l'abondance sont pour moi. Ces croyances positives vont petit à petit transformer votre réalité. Après, en utilisant la visualisation, la méditation, l'EFT, par exemple, ou en étant encore accompagné par un thérapeute, vous apprendrez à construire enfin la vie qui vous ressemble. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à penser « je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi »,« j'y arriverai jamais », prenez une pause et posez-vous la question. D'où vient cette croyance ? Est-ce une vérité absolue ou juste une histoire que je me raconte depuis des années ? Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui à remettre en question vos croyances. Soyez curieux et curieuse, observez vos pensées sans jugement et demandez-vous « est-ce que cette pensée me sert ?» Si la réponse est non, pourquoi la garder ? Parce que oui, vos croyances ne sont pas figées. Vous avez la possibilité de les réécrire, de choisir celles qui vous portent plutôt que celles qui vous freinent. Dans le prochain épisode, on explorera un élément clé qui entretient nos croyances limitantes, l'ego. Cet allié parfois encombrant qui nous protège, mais qui peut aussi nous empêcher d'avancer. On verra comment on l'apprivoise et en faire un véritable allié. On verra tout ça ensemble dans le prochain épisode. Alors, posez-vous les bonnes questions et osez remettre en cause ce qui vous semble immuable. C'est en prenant conscience de nos croyances limitantes qu'on peut véritablement libérer son potentiel et créer une vie épanouissante. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si ces réflexions vous ont parlé, partagez-les avec quelqu'un qui pourrait peut-être en avoir besoin. Mais surtout, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de redessiner votre propre carte et d'avancer vers un futur plus libre, plus épanouissant et surtout plus aligné avec ce que vous méritez. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.